Imaginez un instant, une assemblée bondée sur l'île de Salamine. L'air est lourd, chargé de fumée et de peur. Un conseiller athénien se lève et, d'une voix mesurée, propose quelque chose qui, en d'autres temps, aurait été raisonnable. Écoutez l'offre perse. Il ne demande pas la reddition, il ne crie pas à la trahison. Il suggère juste d'écouter. À cette même seconde, le silence devient plus dangereux que n'importe quel cri. Il n'y a pas de débat, pas de réplique. Le corps politique d'Athènes réagit comme un seul muscle blessé. L'homme est encerclé, et l'histoire consigne sa fin par une phrase sèche, presque honteuse, comme si même les chroniqueurs avaient baissé les yeux. Mais la scène ne s'arrête pas là. La rumeur court dans la ville comme une étincelle dans de la paille sèche. Les femmes d'Athènes, elles aussi chassées de leur maison, marquées par l'exil et la faim, se dirigent vers la demeure du conseiller. La logique a disparu. Ce qui reste, c'est un traumatisme collectif. Le message est clair, il n'y a plus de place pour le doute. En l'an 479 avant notre ère, la diplomatie est devenue un mot dangereux. Ce n'est pas une exagération dramatique. C'est le climat psychologique de la Grèce après l'effondrement. Les 300 de Sparte ont disparu au col des Thermopyles. Athènes a été réduite en cendres, non pas une, mais 2 fois. Les temples, les maisons, les symboles d'identité ont été arrachés comme s'ils n'avaient jamais existé. Les Athéniens vivent comme des réfugiés sur leur propre terre. Ils ont franchi une frontière invisible, celle qui sépare la peur du désespoir. Ici commence la véritable histoire, car ce qui suit n'est ni un exploit immaculé, ni un sacrifice héroïque facile à célébrer. C'est le moment où une société blessée décide que survivre exige de s'endurcir jusqu'à l'irrécognoscibilité. La bataille de Platée ne naît pas de l'honneur, mais du refus absolu de redevenir des victimes. Tandis que le grand roi Xerxès retourne en Asie, beaucoup en Grèce pensent que le cauchemar est terminé. Il se trompe. Il a laissé derrière lui quelque chose de plus dangereux qu'un monarque. Il a laissé une idée incarnée en un homme. Mardonius ne cherche ni gloire, ni défilé. Il cherche à clore le chapitre de la Grèce pour toujours. Et pour ce faire, il comprend quelque chose d'essentiel. Il ne suffit pas de vaincre des armées, il faut briser les volontés. À Athènes, la mémoire fume encore. Chaque pierre tombée est un rappel de ce qui a été perdu. Chaque nuit sans abri nourrit une rage silencieuse. Les Grecs ne luttent plus pour des territoires ni des alliances. Ils luttent pour prouver qu'ils ne peuvent être effacés. Cette transformation intérieure, plus que n'importe quelle lance ou bouclier, est le véritable prologue de Platée. L'histoire se souvient souvent des Thermopyles parce que c'est simple, presque beau dans sa défaite. Platée est différente. C'est confus, cruel et moralement inconfortable. C'est l'instant où les survivants décident que, pour sauver leur monde, ils doivent accepter de devenir quelque chose qu'ils n'auraient jamais imaginé être. Et cette décision, prise dans l'écho d'une assemblée souillée par la peur, changera le cours de l'Occident pour toujours. La mort du conseiller à Salamine ne fut pas un emportement isolé. Ce fut un signe, un symptôme de quelque chose de plus profond qui parcourait la Grèce comme une fièvre lente. Les Grecs n'avaient pas seulement perdu des villes, ils avaient perdu l'illusion de contrôle. Et dans ce vide apparut une vérité inconfortable. Le danger n'était pas parti avec Xerxès. Le grand roi perse était bien rentré en Asie, mais il avait laissé derrière lui son homme le plus efficace. Mardonius n'était pas un symbole cérémoniel, ni un spectateur distant. C'était un stratège froid, formé pour terminer les guerres, non pour les embellir. Tandis que Xerxès incarnait la grandeur impériale, Mardonius représentait la volonté persistante du pouvoir. Et son message était simple, la Grèce n'était pas encore en sécurité. Pour le prouver, il n'eut pas besoin de discours, il n'eut besoin que de feu. Athènes fut détruite pour la seconde fois, non par nécessité militaire, mais comme avertissement. C'était une façon de dire « peu importe combien de fois vous reconstruisez, je suis toujours là ». Pour les Athéniens, qui vivaient déjà comme des réfugiés, cela fut le coup de grâce. Il ne restait plus de temple où retourner, ni de maison à défendre. Il ne restait que l'orgueil blessé d'une ville qui refusait de disparaître. Ce fut alors qu'Athènes prit une décision désespérée. Ils envoyèrent des messagers à Sparte, mais pas avec des supplications. Ils ne demandèrent pas d'aide.
ils lancèrent une menace soigneusement calculée. Si Sparte ne marchait pas immédiatement, la flotte athénienne envisagerait d'autres alliances. Et tous savaient ce que cela signifiait. Une Athènes alliée à la Perse ne serait pas une trahison idéologique, mais un désastre stratégique pour tout le Péloponnèse. Pendant des mois, Sparte avait hésité. Elle s'était réfugiée derrière l'isthme de Corinthe, se fortifiant, espérant que le problème se résoudrait de lui-même. Cette prudence, vue de l'extérieur, commençait à ressembler à de la lâcheté. Mais l'avertissement athénien changea les règles du jeu. Pour la première fois, les Spartiates comprirent que leur immobilisme pouvait leur coûter quelque chose de pire qu'une défaite, l'isolement. La réponse fut immédiate et brutale dans son efficacité. Sparte n'envoya pas d'éclaireurs ni de forces symboliques. Elle vida la ville. Les citoyens guerriers se préparèrent à marcher, mais le plus révélateur fut ce qui se passa derrière eux. Pour chaque Spartiate, plusieurs Ilotes furent armés et contraints de les suivre. Non comme des égaux, mais comme une ombre indispensable du pouvoir. C'était une contradiction vivante, une armée qui luttait pour la liberté grecque, soutenue par des hommes sans liberté. Avant l'aube, une immense colonne quitta le Péloponnèse. La poussière de leurs pas n'annonçait pas une expédition, mais une chasse. Quand les émissaires athéniens se réveillèrent pour exiger des explications, la réponse fut sèche et définitive. Il n'y eut pas d'excuses, juste une phrase qui sembla clore tout débat. L'armée était déjà en route. Pendant ce temps, au nord, Mardonius observait calmement. Il ne s'inquiéta pas d'apprendre que Sparte se mettait enfin en mouvement. Au contraire, cela confirmait son calcul. Il savait que les Spartiates ne pouvaient résister à la tentation d'une confrontation décisive. Et il savait aussi quelque chose de plus inquiétant, qu'une Grèce unie par la peur pouvait être aussi dangereuse qu'une Grèce divisée par l'intérêt. La marche vers Platée avait commencé, et avec elle, le dernier acte d'une guerre qui ne portait plus sur les victoires, mais sur la survie. La marche spartiate vers le nord ne fut pas seulement un mouvement militaire. Ce fut une déclaration existentielle. Pour la première fois depuis des générations, Sparte abandonnait son immobilisme rituel et acceptait que le danger ne pouvait être tenu à distance par des murs et des excuses. Cette nuit-là, la ville ne dormit pas. Il n'y eut pas d'adieu prolongé ni de cérémonie solennelle. Le silence fut le véritable langage du moment. 5000 Spartiates, l'élite absolue d'une société bâtie pour la guerre, se préparèrent à partir. Mais le nombre, à lui seul, n'explique pas l'ampleur de ce qui se passait. Derrière chacun d'eux marchaient les Ilotes, des hommes contraints de porter des armes, des provisions et les espoirs d'autrui. 7 par Spartiate. Des dizaines de milliers d'ombres suivant leur maître vers un destin qu'ils n'avaient pas choisi. Au total, une marée humaine qui dépassait de loin ce que n'importe quelle cité grecque avait jamais mobilisé. Ce détail, qui occupe rarement le centre du récit, révèle une vérité inconfortable. La liberté que Sparte prétendait défendre reposait sur une structure de domination interne. À Platée, cette contradiction marcherait côte à côte avec l'honneur. Les Ilotes ne marchaient ni pour la gloire, ni pour des idéaux. Ils marchaient parce que le système ne leur offrait pas d'alternative. Et pourtant, leur présence serait décisive. À l'aube, cette colonne disparut du Péloponnèse, comme si elle avait été absorbée par la terre. Quand les émissaires athéniens arrivèrent pour protester contre le délai, ils trouvèrent une réponse déconcertante. Il n'y eut ni excuses, ni promesses, ni longues explications. Juste une constatation presque indifférente. L'armée avait déjà franchi la frontière. La chasse avait commencé. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'échiquier, Mardonius affinait sa propre stratégie. C'est ici que l'histoire exige une correction. Pendant des siècles, l'image populaire a réduit les Perses à une masse sans visage, poussée par les fouets et la peur. Rien n'est plus éloigné de la réalité vécue en Grèce à ce moment-là. L'armée que Mardonius maintenait en Europe n'était pas une foule gonflée, mais une force épurée. Il avait renvoyé chez eux les contingents les moins fiables. Ce qui restait était un noyau professionnel, entraîné et flexible. Infanterie lourde, archers disciplinés, cavaliers capables de se déplacer avec une précision que les Grecs pouvaient à peine égaler. Ils ne dépendaient pas du nombre, mais de la mobilité. Ils ne cherchaient pas à affronter frontalement, mais à user, encercler et briser.
Quand ces éclaireurs confirmèrent que les Spartiates avaient enfin quitté le Péloponnèse, Mardonius ne montra aucune préoccupation, ni urgence. Il sourit. C'était exactement ce qu'il attendait. Il savait que les hoplites grecs étaient redoutables dans les espaces étroits, mais maladroits en rase campagne. Pour les vaincre, il n'était pas nécessaire de les affronter là où ils étaient forts. Il suffisait de leur offrir le mauvais terrain. C'est pourquoi, avant de se retirer, il laissa Athènes réduite en ruine définitive. Non comme un acte de rage, mais comme un message psychologique. Il voulait que les Grecs marchent vers Platée le cœur lourd, la mémoire en flammes. Puis, il se replia vers la Béotie, non en fuyant, mais en invitant. La scène était prête. Deux mondes avançaient l'un vers l'autre, convaincus que le prochain mouvement déciderait non seulement une guerre, mais le sens même de la survie. Mardonius n'avait pas choisi Platée par hasard. Il l'avait fait avec la patience de quelqu'un qui comprend que les batailles décisives se gagnent avant même que le combat ne commence. Il quitta Athènes comme on ferme une porte avec soin, laissant derrière lui un paysage de ruines qui fonctionnait comme une blessure ouverte. Il ne cherchait pas à poursuivre les Grecs, il voulait qu'ils le suivent. Le lieu choisi se trouvait près du fleuve Asopos, une vaste plaine ouverte entourée de 12 collines et traversée par de larges chemins. Là, la guerre changeait de langage. Le terrain parlait persan. La phalange grecque, ce mur compact de boucliers et de lances, était imposante quand elle avançait en ligne droite, mais lente à tourner, rigide face à l'inattendu. En rase campagne, cette rigidité pouvait devenir une condamnation. Mardonius établit son camp comme une ville improvisée. Non pas des tentes dispersées, ni des abris précaires, mais une palissade étendue, avec des tours et des murs de bois qui protégeaient les entrepôts, les chevaux et les réserves. Ce n'était pas un refuge. C'était une base à partir de laquelle contrôler le rythme du conflit. Un message silencieux à l'ennemi, « Ici, je peux attendre ». Quand l'armée grecque alliée arriva au contrefort du mont Cithéron, le contraste fut écrasant. Du haut, les commandants observèrent une mer de tentes perses s'étendant dans la plaine. L'éclat du métal, le mouvement constant des chevaux près de la rivière, la sensation d'un pouvoir qui ne semblait ni fatigué, ni affaibli. Pendant un instant, l'impulsion naturelle fut d'avancer. Mais ils ne le firent pas. Pausanias, régent de Sparte et commandant suprême de la coalition, prit une décision qui sauva l'armée d'un piège immédiat. Il ordonna de s'arrêter. Au lieu de descendre dans la plaine, les Grecs s'accrochèrent aux pentes rocheuses de la montagne. Là, la cavalerie perse ne pouvait manœuvrer librement. Là, le terrain équilibrait la balance. Ce qui suivit ne fut pas une bataille, mais un duel de volonté. Jour après jour, les deux armées s'observèrent à distance. Les Perses dans la plaine, les Grecs sur les hauteurs. Le soleil avançait, les provisions se consommaient lentement, et le silence devenait aussi oppressant que n'importe quel choc d'armes. Mardonius s'impatienta. Il n'était pas venu en Grèce pour regarder des collines. Il devait provoquer une réaction, briser l'immobilité ennemie. Mais il le ferait à sa manière. Il n'enverrait pas d'infanterie. Il ne risquerait pas d'affrontement frontal. Au lieu de cela, il eut recours à l'humiliation calculée. Il ordonna à sa cavalerie d'avancer, non pour détruire, mais pour harceler. Des cavaliers qui montèrent les pentes lancèrent des projectiles à distance et se retiraient avant que les Grecs ne puissent répondre. C'était une danse irritante, conçue pour miner le moral. D'en bas, les Perses crièrent des moqueries, traitant de lâches ceux qui se réfugiaient dans les roches. Pour les Grecs, c'était insupportable. Ils étaient blessés sans pouvoir riposter. Certains contingents alliés commencèrent à fléchir. L'orgueil, plus que la peur, commençait à éroder la cohésion de la coalition. Et ce fut dans ce contexte, au milieu de cette guerre psychologique, qu'un petit groupe d'Athéniens s'avança. Non par ordre direct, mais par nécessité. Leur intervention changerait le ton de l'affrontement et démontrerait que, même dans une guerre d'attente, le hasard avait toujours son mot à dire. Le calme de Platée était sur le point d'être brisé. Le harcèlement perse n'était pas seulement une nuisance tactique, c'était une épreuve. Chaque incursion de cavalerie mesurait la patience grecque, la poussant lentement vers l'erreur. Lors d'une de ces attaques, la pression se concentra sur un contingent allié déjà à bout. Les messagers coururent en amont cherchant de l'aide. Le message était clair et désespéré. Sans soutien immédiat, la ligne se briserait.
Pausanias regarda ses commandants. Il savait ce qu'il demandait. Il connaissait aussi le prix. En terrain ouvert, affronter la cavalerie perse était joué avec le désavantage. Cependant, l'inaction pouvait être encore plus coûteuse. Alors quelque chose d'inattendu se produisit. Un groupe de 300 Athéniens s'avança. Ils n'étaient pas spartiates, mais ils comprenaient l'écho d'un nombre déjà devenu symbole. Ils descendirent rapidement, emmenant avec eux des archers capables de répondre à distance. Ce qui suivit ne fut pas une grande bataille, mais un choc chaotique, fragmenté par le terrain et la poussière. Au milieu de cette confusion, apparut une figure qui se distinguait par sa présence. Macistus, commandant de la cavalerie perse, avançait avec assurance, entouré de son escorte, confiant dans la mobilité et la réputation qui le précédaient. Il était connu et admiré parmi les siens. Son apparition élevait le moral perse et tendait encore plus les nerfs grecs. Le destin, cependant, choisit d'intervenir de manière abrupte. Le cheval de Macistus tomba, et avec lui l'illusion d'invulnérabilité qui l'entourait. Les Athéniens s'élancèrent, découvrant trop tard que la protection qu'ils portaient rendait de nombreux coups inutiles. La scène s'éternisa en une lutte maladroite et confuse, jusqu'à ce que quelqu'un comprenne la seule voie possible. Un geste précis, un instant décisif, et le commandant perse resta immobile sur la terre. La réaction fut immédiate. La cavalerie perse tenta de récupérer le corps de son chef, et pendant quelques instants le terrain fut rempli de cris, de poussière et de bousculades. Mais les Grecs résistèrent. Quand tout fut terminé, l'effet psychologique fut dévastateur. L'armée perse avait perdu l'une de ses figures les plus aimées. Pour les Grecs, ce fut le premier signe tangible que l'ennemi pouvait saigner, bien que l'histoire préfère le raconter avec moins de crudité. Le corps de Macistus fut transporté à l'arrière des lignes grecques. Non comme un trophée ostentatoire, mais comme un message silencieux qui parcourut les rangs. Le moral s'éleva. Pour la première fois depuis leur arrivée à Platée, les Grecs sentirent que la balance n'était pas entièrement inclinée contre eux. Mais Pausanias ne se laissa pas tromper par l'euphorie. Il savait que ce n'était pas la fin, ni même le véritable début. C'était à peine un prologue. Depuis la plaine, Mardonius observait. Il ne souriait plus. La phase de reconnaissance était terminée. La guerre d'attente atteignait ses limites, et le prochain mouvement déciderait si Platée serait un piège parfait ou une opportunité inattendue. La chaleur de l'été commençait à tomber de tout son poids, et avec elle s'approchait une menace plus silencieuse que n'importe quelle lance. L'été avançait sans pitié. À Platée, le soleil n'était pas un décor, mais un adversaire constant. L'armure de bronze, fierté et protection de l'hoplite, devenait maintenant un fardeau suffocant. La sueur ne rafraîchissait pas, elle épuisait. Chaque journée sans décision claire érodait un peu plus la résistance. Pausanias comprit que le temps ne jouait plus en faveur des Grecs. Des flancs du Cithéron, ils étaient à l'abri de la cavalerie, mais loin de l'eau. La soif, silencieuse et patiente, commençait à faire ce que les flèches n'avaient pas réussi. Il ordonna donc un mouvement qui, sur le papier, semblait raisonnable. Descendre vers une position proche d'une source vitale, le ruisseau de Gargaphia, et s'approcher du fleuve Asopos. La manœuvre fut exécutée avec prudence. Toute la ligne grecque, une masse énorme et lente, se déplaça vers le bas, cherchant un équilibre entre sécurité et survie. Pendant des heures, rien ne se passa. Mardonius observa sans intervenir. Il n'y eut pas de choc ni de défi ouvert. Ce calme était trompeur. Le général perse avait vu la faille. En s'approchant de l'eau, les Grecs avaient allongé leur ligne de ravitaillement vers les cols de montagne qui restaient derrière eux. Ils n'avaient pas besoin d'attaquer de front. Il suffisait de serrer le nœud derrière. Sur un bref ordre, la cavalerie perse se redéploya, non pour provoquer, mais pour asphyxier. Les cavaliers encerclèrent seulement la position grecque et se dirigèrent vers les cols. Là, ils interceptèrent un grand convoi de provisions qui avançait depuis le Péloponnèse. Les animaux furent dispersés, les chariots inutilisés. Le résultat fut immédiat et dévastateur. Soudain, Platée cessa d'être une question de tactique pour devenir une épreuve de résistance. Pendant des jours, les deux armées restèrent face à face. Les Grecs ne pouvaient avancer sans s'exposer en rase campagne, ni se retirer sans admettre de faiblesse.
La chaleur continuait de tomber et chaque lever de soleil apportait moins d'espoir que le précédent. Depuis la vallée, la cavalerie perse s'approchait de la rivière, lançait des projectiles et se retirait. Une routine conçue pour rappeler qui contrôlait le rythme. Pausanias maintenait la discipline avec une fermeté presque inhumaine. Il interdit toute réaction impulsive. Il savait qu'une charge désordonnée signifierait la faim. Mais la discipline n'étanche pas la soif. Et alors vint le coup le plus calculé de tous. Lors d'une incursion délibérée, la cavalerie perse atteignit le ruisseau de Gargafia. Ce ne fut pas un combat. Ce fut une profanation stratégique. L'eau claire fut rendue inutilisable, transformée en boue et en sédiments. En quelques heures, la seule source fiable pour des dizaines de milliers d'hommes avait disparu. La nuit tomba sur une armée épuisée, sans nourriture suffisante, sans eau, avec les chemins bloqués et l'ennemi dominant la plaine. L'alliance grecque commença à se fissurer. Les commandants discutaient à voix basse et tendue. Certains demandaient d'attaquer immédiatement. D'autres parlaient de retraite. Personne n'avait de solution nette. Pausanias le comprit avec une clarté douloureuse. S'il restait là un jour de plus, la coalition se disloquerait d'elle-même, non par défaite, mais par désespoir. Il prit donc une décision que peu de généraux oseraient ordonner. Un repli nocturne, silencieux et coordonné, avec l'ennemi à faible distance. C'était un pari extrême. Et comme l'histoire le démontrerait bientôt, un pari qui ouvrirait la porte au chaos. Le plan de Pausanias était audacieux et, surtout, fragile. Replier une immense armée en pleine nuit, avec l'ennemi à faible distance, exigeait quelque chose de plus difficile que le courage, une obéissance absolue. Chaque contingent devait se déplacer en même temps, en silence, suivant des routes précises vers une position plus proche des collines et de l'eau. En théorie, c'était une manœuvre propre. En pratique, cela dépendait de la peur qui ne parlerait pas la première. Quand la nuit tomba et que le signal fut donné, la réalité s'imposa rapidement. Au centre de la ligne grecque, formée de troupes de plusieurs cités alliées, la discipline céda. Ils ne se retirèrent pas calmement, ils paniquèrent. L'obscurité amplifia les rumeurs, les pas, les ombres. Ce qui devait être un repli ordonné se transforma en une fuite incontrôlée. Ils ne s'arrêtèrent pas au point convenu. Ils continuèrent de reculer jusqu'à se réfugier autour de la ville de Platée, près du sanctuaire d'Héra, convaincus d'y être en sécurité. Sans le savoir, ils s'étaient éliminés eux-mêmes de la bataille. Sur l'aile gauche, les Athéniens attendaient. Ils savaient que Sparte devait bouger la première, mais le terrain restait étrangement immobile. Des messagers furent envoyés pour savoir ce qu'il se passait. La réponse fut déconcertante. Sur l'aile droite, où se trouvaient les Spartiates, ce n'était pas la peur qui régnait, mais l'orgueil. Là apparut une figure que l'histoire retiendrait comme symbole d'obstination. Amompharétos, capitaine d'une prestigieuse unité spartiate, refusa d'accepter l'ordre de retraite. Pour lui, reculer, même de manière tactique, équivalait à la déshonneur. Élevé dans l'ombre des Thermopyles, il ne distinguait pas entre prudence et lâcheté. La légende avait façonné son caractère plus que n'importe quel calcul rationnel. Au milieu de la nuit, tandis que le reste de l'armée tentait de se déplacer en silence, une discussion éclata qui frôlait l'absurde. Pausanias, commandant suprême, expliqua encore et encore qu'il ne s'agissait pas de fuir, mais de se repositionner. Amompharétos n'écouta pas. Dans un geste chargé de symbolisme, il prit une grosse pierre du lit de la rivière et la jeta au sol, déclarant qu'avec elle, il émettait son vote pour ne pas abandonner le lieu. À Sparte, les votes se donnaient avec des pierres. Ce n'était pas un vote, c'était un défi. Le temps s'écoulait. Le ciel commençait à s'éclaircir imperceptiblement. Pausanias comprit qu'il devait choisir entre la cohésion de l'armée ou l'obstination d'un seul homme. Il prit une terrible décision. Il ordonna à la colonne spartiate principale d'entamer le repli, laissant derrière Amompharétos et son unité, dans l'espoir que, se voyant seul, il céderait. Pendant quelques instants, la manœuvre sembla fonctionner. Les Spartiates avancèrent lentement, regardant en arrière, conscients du risque. Alors Amompharétos comprit la réalité. Il ne s'agissait pas de principe, mais d'abandon. Il rassembla ses hommes et se dépêcha de les suivre. Mais il était déjà trop tard. L'aube commença à atteindre l'horizon.
Et avec la lumière, la position grecque fut exposée, fragmentée et dangereusement vulnérable. Depuis la vallée, des yeux attentifs étaient sur le point d'interpréter ce désordre comme un signal définitif. Aux premières lueurs de l'aube, la scène fut découverte comme une erreur impossible à cacher. Depuis le camp perse, les sentinelles observèrent le terrain avec incrédulité. Là où la nuit précédente, il y avait une ligne ferme sur les collines, il y avait maintenant le vide. Le centre grec avait disparu. Les Athéniens se trouvaient loin, cachés derrière les ondulations du terrain. Et sur le flanc opposé, les Spartiates avançaient en une colonne allongée, désordonnée, avec l'unité d'Amon-Pharétos à la traîne comme une blessure ouverte. Pour Mardonius, ce ne fut pas une manœuvre tactique, ce fut une fuite, un signe univoque que la pression avait fonctionné. La réputation de Sparte, bâtie sur l'idée de ne jamais reculer, semblait s'effondrer sous ses yeux. Et quand un ennemi croit voir de la peur, il cesse d'être prudent. Sans attendre qu'une ligne parfaite ne se forme, Mardonius donna l'ordre. La cavalerie traversa la rivière par vagues, soulevant un nuage de poussière qui s'étendit comme une basse tempête sur la plaine. Derrière, l'infanterie avança avec des cris de guerre, non avec la précision d'un long plan, mais avec la confiance de celui qui croit que la victoire a déjà été accordée. Pausanias entendit le son avant de le voir. Un murmure profond qui se transformait en rugissement. Il se retourna et comprit l'ampleur du danger. Les alliés étaient l'Inde loin. Le centre ne répondrait pas. Les collines, qui pendant des jours avaient été une protection, enfermaient maintenant les Spartiates dans un espace exposé. Il n'y avait pas de temps pour des manœuvres complexes. La retraite était terminée. Le combat était inévitable. L'armée spartiate s'arrêta sur une pente irrégulière. Ils n'étaient pas formés. Ils n'étaient pas prêts. Et pourtant, Pausanias n'ordonna pas une charge désespérée. Cela aurait été un suicide. Au lieu de cela, il imposa la seule réponse qu'il connaissait, une discipline absolue. Il ordonna aux hommes de s'arrêter, d'ajuster leurs boucliers et de maintenir la cohésion. Depuis la plaine, la pression augmenta. Des projectiles tombaient comme une pluie insistante, non pour anéantir immédiatement, mais pour user les nerfs. L'instinct humain criait d'avancer ou de fuir. Les Spartiates firent le contraire. Ils restèrent fermes, immobiles, pris entre la menace qui approchait et la certitude que tout mouvement précipité briserait la formation. Au milieu de ce chaos contenu, Pausanias fit quelque chose que beaucoup ne comprirent pas à cet instant. Au lieu de répondre par la violence, il chercha une autorisation. Dans le monde grec, on ne combattait pas sans signe favorable. Le général s'écarta juste assez pour initier un bref rituel, ignorant le vacarme qui l'entourait. Pour les hommes sur la ligne, le temps s'étira jusqu'à l'insupportable. Chaque seconde semblait une concession à l'ennemi. La tension n'était pas seulement dans le corps, mais dans l'esprit. Cette attente, sous le soleil levant et la pression constante, devint une épreuve plus dure que n'importe quel choc frontal. Le destin de Platée tenait à un fil invisible, et en cet instant suspendu, l'histoire retint son souffle. L'attente devint insupportable. Tandis que la pression perse augmentait, Pausanias restait immobile, concentré sur un acte qui semblait déconnecté du chaos qui l'entourait. Pour les hommes formés sur la pente, cela frôlait l'incompréhensible. Les sons de l'avancée ennemie se mêlaient aux chocs répétés des projectiles contre les boucliers. Le temps ne se mesurait plus en minutes, mais en battements. Depuis la ligne, certains regardaient du coin de l'œil les ilotes qui s'entassaient derrière, protégés à peine par des boucliers légers et des matériaux improvisés. À cet instant, il n'y avait pas de hiérarchie claire. Le danger ne distinguait pas entre citoyens et soumis. La patience exigée de tous était la même. Et cette patience commençait à se fissurer. Les alliés qui flanquaient les Spartiates s'agitaient. La tentation de rompre les rangs et de se lancer en avant grandissait à chaque seconde. Mais Pausanias comprenait quelque chose d'essentiel. Une charge désordonnée serait absorbée par la mobilité perse. La force de la phalange n'était pas dans la fureur individuelle, mais dans la cohésion. La maintenir intacte exigeait quelque chose qui s'apparentait à de la cruauté envers ses propres hommes. Le rituel se conclut. Pausanias se releva lentement. Il ne prononça pas de discours.
il n'éleva pas la voix. Dans ce silence lourd, il leva sa lance. Ce fut suffisant. Le geste parcourut la ligne comme une décharge. Ce qui avait été retenu se transforma en impulsion contrôlée. La phalange avança, non avec hâte, mais avec une détermination compacte, comme une masse qui retrouve sa forme originelle. Le premier contact ne fut ni élégant ni héroïque. Il fut abrupt. Les légères défenses perses cédèrent sous la poussée conjointe. Ce n'était pas une série de duels, mais un phénomène physique. Le terrain vibra sous le poids coordonné d'hommes entraînés à se déplacer comme un seul. Le choc rompit l'équilibre que Mardonius avait tenté d'imposer. La mobilité perse, si efficace dans le harcèlement, perdait son avantage face à un front qui ne se fragmentait pas. Les tentatives d'encercler furent contenues par la pression constante. Chaque pas grec consolidait l'espace gagné. Au milieu de l'avancée, le foyer se resserra. Les Spartiates comprirent qu'il ne suffisait pas de résister. La bataille exigeait un point de rupture. Et ce point n'était pas dans la masse anonyme, mais dans le centre visible du commandement perse. Là où un étendard se détachait, où la présence de Mardonius soutenait la confiance des siens. La phalange ajusta sa direction presque imperceptiblement. Ce n'était pas un ordre explicite, mais une intuition partagée. Comme si l'ensemble répondait à une même pensée. L'objectif devenait clair sans être nommé. La tension atteignit son maximum lorsque l'avancée rencontra une résistance plus ferme. Le combat devint dense, confus, réduit à des poussées et des efforts à la limite de la résistance humaine. Dans cet espace comprimé, le cours de la guerre dépendait de secondes et de décisions prises sans mots. Et alors, l'équilibre changea. Un instant décisif, à peine perceptible au milieu du bruit, altéra la perception du champ. La figure qui avait guidé l'armée perse cessa d'être un point fixe. L'effet fut immédiat et profond. La confiance, jusque-là soutenue par la présence d'un chef visible, commença à se dissoudre. Platée entrait dans sa phase finale. Et ce qui avait commencé comme une retraite mal exécutée se transformait, contre toute attente, en une résolution irréversible. La chute de Mardonius ne fut pas annoncée par une clameur immédiate. Il n'y eut pas un cri parcourant le champ de bataille, ni un signal clair que tous purent voir en même temps. Ce fut plus subtil et donc plus dévastateur. Dans une armée antique, le commandement ne se maintenait pas seulement par des ordres, mais par la présence. Quand cette présence disparaît, la cohésion devient fragile. Pendant quelques instants, les Perses continuèrent de lutter comme si rien n'avait changé. L'entraînement et le courage ne s'évaporent pas d'un coup, mais quelque chose d'invisible commença à se briser. Les regards cherchèrent une référence qui n'était plus là. Les ordres cessèrent d'arriver clairement. L'avancée coordonnée se transforma en réaction isolée. Les Spartiates perçurent ce changement avant de le comprendre totalement. La résistance face à eux n'avait plus la même fermeté. La phalange, sans besoin d'accélérer, continua de presser. Ce n'était pas de la fureur, c'était de la constance. Chaque pas en avant élargissait une fissure qui ne pouvait être refermée. Ce fut alors que se produisit le véritable effondrement. Un secteur du front perse céda, non par manque de courage, mais par perte de direction. Ce qui avait été une ligne se transforma en un flux irrégulier qui reculait vers le camp fortifié. Ce n'était pas une retraite ordonnée, c'était une recherche instinctive de protection. À distance, Artabaz, second commandant perse, observa la scène avec froideur. Il avait des forces suffisantes pour intervenir. Il aurait pu tenter de changer le cours de la journée, mais il fit un calcul différent. Il évalua le coût, le risque et la signification de l'absence de Mardonius. Et il prit une décision qui marquerait le destin de milliers d'hommes. Au lieu d'avancer, il donna l'ordre de retraite. Non vers le camp, mais hors de Grèce. Ce moment scella le dénouement. Ce qui resta derrière fut une armée sans chef, poussée vers sa propre palissade. Les murs de bois, érigés quelques jours auparavant comme symbole de contrôle, se transformèrent en un enfermement. À l'intérieur, l'espace s'épuisait. Dehors, la pression ne cessait pas. Lorsque les Grecs atteignirent les défenses, le combat changea de nature. Sparte, experte dans le choc frontal, rencontra une limite inattendue. Les structures résistèrent. Pendant un instant,
il sembla que la fin serait reportée. Mais alors apparut le dernier acteur manquant. Les Athéniens, qui avaient aussi combattu dans un autre secteur du champ, arrivèrent avec une habileté différente. Ils ne poussèrent pas seulement, ils cherchèrent les points faibles, ils ouvrirent un accès. Et avec cela, l'équilibre se rompit définitivement. Ce qui suivit ne définit plus le résultat de la guerre, mais son coût moral. La résistance organisée disparut. Le silence commença à s'imposer petit à petit, comme une marée qui recouvre les restes d'une tempête. Quand tout fut terminé, Platée ne célébra pas immédiatement. Le champ était couvert de signes de ce qu'il avait fallu pour en arriver là. La victoire était réelle, le salut aussi. Mais la question qui commençait à surgir, encore sans mots, était autre. Quel prix aurait le souvenir de ce jour? La réponse ne viendrait pas immédiatement. L'histoire, comme toujours, prendrait son temps. Quand le bruit se dissipa finalement, ce qui resta à Platée ne fut pas de la joie, mais une quiétude inconfortable. La poussière descendit lentement, couvrant tentes renversées, armes abandonnées et un camp qui avait cessé d'être un centre de pouvoir pour devenir un souvenir immobile. Les Grecs, épuisés, commencèrent à comprendre une autre dimension de la victoire. Ils avaient survécu, mais n'en étaient d'eau pas sortis intacts. À l'intérieur de l'enceinte perse se révéla quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas seulement une base militaire, c'était un palais itinérant, des objets de luxe, des étoffes et toits teintes de couleurs rares, des métaux travaillés avec une précision inconnue de la plupart des Grecs. Pour des hommes habitués à l'austérité, cela semblait appartenir à un autre monde. Pausanias entra dans la tente principale et contempla ce contraste sans dire un mot. Selon les sources, il ordonna de préparer 2 repas. L'un, tel qu'il aurait été servi à Mardonius, abondant et raffiné. L'autre, la ration spartiate habituelle, simple à l'extrême. Quand les 2 furent de près, Pausanias appela ses commandants et souligna le contraste. La scène répétée pendant des siècles devint un symbole. Le luxe d'un empire face à la sobriété d'une cité guerrière. La leçon semblait claire. Qui vit avec peu n'a rien à perdre. Mais l'histoire est rarement aussi simple. À ce moment de moquerie et de victoire, quelque chose changea en silence. L'homme qui montrait la richesse avec mépris l'observait avec attention. La graine était semée. Pendant ce temps, en un autre point du monde connu, presque au même moment, la flotte grecque frappait les derniers vestiges du pouvoir perse en Asie mineure. Les guerres médiques touchaient à leur fin. La Grèce était en sécurité. L'Occident, dirait-on plus tard, avait été préservé. Cependant, le prix de ce salut ne tarda pas à se manifester. L'alliance entre Sparte et Athènes, forgée par la peur commune, commença à se fissurer une fois la menace disparue. Athènes rentra chez elle transformée. Elle reconstruisit ses murs, renforça sa flotte et transforma la liberté gagnée en influence. Platée avait donné naissance à un nouvel équilibre, mais aussi à de nouvelles ambitions. Le destin le plus sombre attendait Pausanias lui-même. Avec le temps, des rumeurs inquiétantes commencèrent à circuler. Changement de conduite, symbole adopté de l'ennemi vaincu, soupçons d'accords impossibles. Le héros de Platée, l'homme qui avait tenu la ligne quand tout semblait perdu, s'isola des siens. Finalement, Sparte agit, non pas sur un champ de bataille, mais au cœur de la cité. Pausanias chercha refuge dans un temple, s'abritant derrière des lois sacrées que personne n'osait enfreindre. La solution fut aussi froide que définitive. S'il ne pouvait le toucher, il s'assurerait qu'il ne sortirait pas. Les portes furent scellées. L'histoire rapporte que la première pierre fut placée sans mots, par celui qui avait le plus le droit de supplier. Ainsi se termina le vainqueur de Platée, non comme un martyr ni comme un roi, mais comme un avertissement. La victoire avait sauvé la Grèce, mais elle avait consumé l'un de ses protagonistes. Voilà pourquoi Platée met mal à l'aise. Elle n'offre pas de héros parfait ni de fin nette. Elle nous oblige à accepter que la survie puisse exiger des décisions qui laissent de profondes cicatrices. Les Thermopyles sont faciles à aimer. Platée est difficile à accepter. Et pourtant, c'est là que l'avenir fut décidé. Là où un peuple, au bord de l'effondrement, regarda l'abîme et ne recula pas. C'est l'histoire que l'on raconte rarement.